bande sur laquelle il va pouvoir coller des petits ronds de couleur. Ça peut être des ronds, ça peut être autre chose, hein, en fonction de ce qu'il va faire. Donc il va effectuer une petite tâche qui va durer très très peu de temps. Une fois qu'il a terminé cette tâche, il obtient un petit rond en plastique, il va le coller, et une fois qu'il a ces 5 ronds en plastique, il obtient une récompense. Donc la récompense, ça peut être regarder la télé, ça peut être aller jouer dans le jardin, ça peut être manger quelque chose qu'il aime beaucoup et qu'il n'a pas l'habitude de manger. Voilà. Ça nous permet de pouvoir quand même beaucoup plus travailler dans une journée. Et puis ces outils-là, eh bien, on ne les utilise pas qu'avec les petits. Non, on continue encore après, avec les grands. Celui que vous êtes en train de regarder, je l'ai fait la semaine dernière, celui-ci. Parce que Dorian est scolarisé, ça se passe plutôt pas mal, et qu'il apprend beaucoup de choses à l'école. Et qu'en ce moment, la maîtresse voulait qu'il apprenne à faire le double 2. Mais le double 2, c'est quoi? C'est abstrait, le double de 2. Qu'est-ce qu'on me demande? C'est quoi un double? Donc il a fallu le concrétiser, ce double. Il a fallu qu'on lui rende la consigne accessible. Et donc pour ça, on a fabriqué une énorme planche avec plein de petites planches pour qu'il puisse vraiment visualiser en termes de quantité ce que ça représente de faire le double. Voilà. Et une fois qu'il est passé par cette phase de manipulation et qu'il a compris le concept, après il n'y en a plus besoin. Après c'est plus abstrait, il a compris, il a associé cette consigne-là à cet exercice-là. C'était un petit peu compliqué à faire entrer dans son cartable sinon. Donc Dorian, comme vous l'aurez compris, il a beaucoup progressé au fil des années. Il a de moins en moins de troubles du comportement. Il est scolarisé à l'école, à mi-temps, et ça se passe relativement bien. Et là, vous allez le voir à l'âge de 6 ans, réciter sa première poésie. Donc tu étais sur un toit cet été, tout bien nous a trouvé. As-tu imaginé que ton cartable rêvait? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme au vol sur le chemin de l'école. Car moi, Je peux vous garantir que j'étais fière. Hein. Donc on continue toujours de travailler. Dorian a de hauts potentiels dans certains domaines, il peut être très très bon, voire exceller dans certains domaines, et au contraire, il peut être très 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 en difficulté dans d'autres domaines. Et c'est le cas de beaucoup de personnes autistes. Elles peuvent être très compétentes, voire ultra compétentes dans certains domaines, et être très très handicapées dans d'autres. En l'occurrence, Dorian, en ce moment, c'est la topologie. On s'est rendu compte avec l'orthophoniste qu'il ne comprenait rien à la topologie. Quand on lui disait la balle elle est sous la table, il allait chercher partout dans la pièce, mais pas sous la table. Donc il a fallu travailler cette topologie. Et là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la généralisation. Parce que tout le travail que fait l'orthophoniste en cabinet, ça ne suffit pas. Parce que c'est du travail. C'est sur une table, on regarde ce que c'est que la topologie. Mais concrètement, dans le milieu naturel, dans le milieu dans lequel nous évoluons, comment ça se passe? Il faut que ce soit généralisé. Et donc, l'orthophoniste l'a travaillé. Moi, je l'ai repris à la maison avec une manipulation. Donc, vous allez le voir sur la vidéo qui est présentée juste après. Et sur la dernière vidéo, vous allez voir qu'il va refaire l'exercice, mais avec un autre intervenant. Donc là, c'est son éducatrice. Et cette fois-ci avec des jouets réels. Donc en fait, on a changé les supports, on a changé les personnes, on a changé les lieux. C'est ça la généralisation. allez, vas-y. Deux vont ici. Waouh, ça c'est bien beau ça. Aussi. Ça c'est sous. Ça c'est de l'eau. Ça c'est sous. Bravo. Ça c'est sous. Et ça c'est de l'eau.
Le but, c'est pas de faire de l'intensif, comme on peut le voir dans certaines méthodes, et puis dans les anciennes méthodes aussi, parce que les méthodes ont évolué. Avant, la BA, c'était du 40 heures à table, intensif, on répétait. Là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaie de faire avec le quotidien, on essaie de faire au rythme de l'enfant. Et c'est pour ça aussi que c'est facile pour moi, en tant que maman qui a arrêté de travailler. Parce que comme ça, je peux vraiment repérer dans la journée les moments où il est disponible et où il va être dans une bonne phase avec moi et où ça va bien se passer et où je sais que je ne vais pas le mettre en échec et qu'il n'y aura pas de trouble du comportement parce qu'il va être disposé à travailler. Tortue sur le camion de pompier. Très bien. Tu mets la tortue devant le camion de pompier. Devant. Ça, c'est derrière. Ça, c'est derrière. Ça, c'est devant. Ça, c'est devant. Ah, t'as juste tourné le camion là. Il est où le devant du camion? Le devant, le derrière. Ah, il est là le devant. Donc devant. Donc là, après on met la tortue derrière le camion. Et si on ne tourne pas le camion, comment on met derrière? Regarde, si je mets le camion comme ça, on n'a pas le droit de toucher au camion comme s'il était collé à la table. Tu me mets la tortue derrière le camion? Derrière. Ah, il est où le derrière du camion? Il n'est pas content. Voilà, super, sans toucher le camion, super. Tu me mets la tortue entre les deux motos. Entre les deux. Ok. Tu me mets tous les jouets autour de la tortue. On fait tous les jouets. On prend tous les jouets et on les met autour de la tortue. Oui, tu peux mettre le camion aussi s'il reste une petite place. Ouais, parce qu'il y a le doudou là qui prend beaucoup de place. Ok. Tu me mets les deux motos côte à côte. Ça, c'est côte à côte. Oui. Attention. Tu me mets les deux motos face à face. Face à face. Alors, qu'est-ce qu'on a dit face? À face à face. Ouais, super. Et dos à dos? Dos à dos. Dos contre dos? Oui, super Dorian, bravo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors pendant longtemps, quand Dorian était tout petit, on a dû faire appel à des renforçateurs alimentaires. Oh là là, c'est pas beau, c'est pas bien. C'était nécessaire parce que sans ça, malheureusement, il n'apprenait rien. Mais aujourd'hui, vous le voyez là sur les vidéos, il n'en a absolument plus besoin. Pourquoi? Parce que quand on a travaillé avec ces renforçateurs alimentaires, on l'a fait en l'associant à des renforçateurs sociaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a réussi sa tâche, il a eu son renforçateur alimentaire, certes, mais en même temps, il a été très, très, très félicité. On était très, très fiers de lui. Donc aujourd'hui, le simple renforçateur social lui suffit. Et puis là, vous allez voir qu'on travaille aussi l'autonomie, parce que c'est bien beau d'acquérir tout plein de connaissances académiques pour pouvoir rester à l'école, mais il faut devenir autonome aussi. Et donc avec son éducatrice, il travaille aussi beaucoup autour de l'autonomie, mais par le jeu, parce que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est frustrant aussi pour lui, l'autonomie. Il a du mal à se bouger, il est un peu pâteau, et rien qu'apprendre à mettre son manteau, ça a été quelque chose de long et compliqué. Et là, en l'occurrence, elle a fait ça par le jeu et en chantant. Dorian est très très sensible à la musique aussi. Et elle s'est rendue compte qu'en faisant une petite chanson autour du manteau, ça marchait vachement mieux. On fait tourner Cota. On met le premier bras. On cache son petit dos. On met le deuxième bras. Je suis fort, j'ai mon manteau. Bravo! Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Dorian, on a fait plein
plein de choses à la maison, sauf qu'à un moment donné, j'avais un petit peu l'impression, je ne suis pas professionnelle, hein, moi, je suis que maman, j'essaie de mettre en place des choses, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas, et au bout d'un moment, j'avais ce besoin de pouvoir évaluer, de savoir exactement où il en était. Je voyais bien, d'une manière générale, qu'il y avait des progrès, mais je n'arrivais plus à avancer dans ce que je faisais avec lui, dans le sens où je ne voyais plus quelles activités je pouvais mettre en place et qu'est-ce que ça allait lui apporter, finalement. Donc j'ai travaillé sur l'outil d'évaluation ABLES. Donc en fait, c'est l'outil d'évaluation de la méthode ABA. Je n'ai pas choisi celui-là parce que c'est l'outil d'évaluation de l'ABA. J'ai choisi celui-là parce que c'était l'outil le plus simple et le plus accessible aux parents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un gros cahier, et dans ce gros cahier, à l'intérieur, vous avez des consignes simples. Par exemple, si on veut travailler la motricité fine, vous allez avoir, votre enfant est-il capable d'ouvrir et de fermer une pince ? Est-ce qu'il est capable d'empiler 2 cubes ? Ce sont des tâches à faire qui sont extrêmement simples et que l'on peut faire tout au long de la journée sans que l'enfant s'en rende même compte. On va pousser un objet, on va lui dire tiens, prends-le, mets-le là. S'il n'y arrive pas, on est en mesure de l'évaluer. Et en fait, c'est très très renforçant à utiliser pour nous parents, ce genre d'outil. Sur l'évaluation de Dorian que vous avez là à l'écran, si vous regardez ce qui est coloré en rouge, c'est son évaluation en 2013. Donc cet outil d'évaluation permet d'évaluer, bien évidemment, le développement typique d'un enfant entre 0 et 7 ans. Voilà. Donc c'est vraiment pour avoir une idée sur quel est son retard en termes de développement comparé à un autre enfant. Donc vous pouvez constater qu'il n'y avait pas beaucoup de rouge en 2013. Et en bleu, 2016. Donc c'est l'évaluation que nous avons terminée en janvier 2016. Et on voit toutes les petites cases blanches qui manquent. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on axe le travail avec Dorian. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes ces petites cases blanches, on va se référer au manuel pour savoir exactement à quoi ça correspond, et on va pouvoir mettre en place les activités qui correspondent à ces difficultés. Alors maintenant, on va parler d'un gros dossier. On a beaucoup parlé de tout ce qu'on faisait à la maison. Maintenant, on va parler de l'école. Parce que, bien évidemment, quand Dorian a eu 3 ans, j'ai eu envie, comme toutes les mamans, de mettre mon fils à l'école. Sauf que même à l'époque, si nous n'avions pas de diagnostic, nous savions que Dorian était autiste, et on ne l'a pas caché à l'école. C'est-à-dire qu'on y est allé en leur disant, voilà, notre fils est autiste, il y a un dossier MDPH qui est en cours. Oui, parce qu'on peut aussi faire un dossier MDPH, même si on n'a pas de véritable diagnostic, c'est quand même possible. Et on a trouvé en face de nous une directrice d'établissement complètement à la ramasse. Mais alors, fatiguée de vivre, je crois qu'elle était totalement dépressive et elle ne se sentait pas du tout, mais alors du tout, d'accueillir mon fils dans sa classe. Ça lui paraissait très très compliqué. Il a fait 2 demi-journées d'observation dans la classe. Et puis elle a fini par me dire, de toute façon, il ne parle pas, il n'est pas propre, il ne répond pas à son prénom, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Et puis, dans ma classe, j'ai 30 élèves, donc ça va être compliqué. Et puis elle finit avec cette magnifique phrase qui est « De toute façon, il y a la loi de 2005, donc si je suis obligée de le prendre, je le ferai. » Donc vous pensez bien que je lui ai dit, finalement, je vais peut-être aller voir ailleurs. Parce que j'avais compris. J'avais compris qu'en gros, elle me disait, écoutez, si vous voulez, je vous le prends, mais je ne vais rien en faire. Hein. Donc on a fait le choix d'aller à une autre école. Et on a eu beaucoup de chance parce que la deuxième a été la bonne. On a choisi d'aller voir une école à Laval. Et là, on a été très très bien accueillis par la directrice de l'établissement qui a déjà été scandalisée de voir comment nous avions été reçus à l'autre école et qui a tout de suite accepté de prendre Dorian dans son école et ça s'est vraiment très très bien passé après pour la suite de sa scolarité. Donc le droit à l'école en théorie, qu'est-ce que c'est ? C'est cette fameuse loi de 2005 qui dit que tout enfant handicapé a de droit à un élève.
L'école doit être accessible. Elle doit se rendre accessible en termes de normes pour pouvoir accueillir les enfants handicapés, mais également en termes d'outils d'adaptation pour nos enfants. Et puis l'objectif de la scolarisation, c'est l'apprentissage basé sur le socle commun, qu'ils puissent apprendre la même chose que tous les autres enfants de son âge, à son rythme, de manière adaptée. C'est ça, l'école. Alors un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'on l'a vu depuis tout à l'heure, la théorie, elle est super bien, mais en pratique, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Donc 70 à 80% des enfants autistes sont non scolarisés en milieu ordinaire. Pour les 20 à 30% restants, ça va être parfois une scolarité à plein temps en milieu ordinaire, souvent une scolarité à mi-temps, et puis parfois également, on va avoir des scolarités qui vont jusqu'à 2 heures semaine, et on appelle ça une scolarisation. Voilà. Les raisons, elles sont multiples. Donc déjà, bien évidemment, c'est le manque d'AVS formé spécifiquement à l'autisme. Ça, pour nous, c'est quelque chose de primordial. On ne peut pas avoir reçu une formation générale du handicap et accompagner correctement un enfant autiste à l'école. C'est impossible. C'est surhumain. Mais parfois aussi, c'est les enseignants qui sont de mauvaise volonté. Malheureusement, dans notre parcours, on en a rencontré. Et puis parfois aussi, c'est les institutions qui sont opposées. Parfois, on se retrouve avec des structures dans lesquelles sont suivis nos enfants d'un point de vue médical qui disent non, finalement, il serait peut-être mieux en hôpital de jour cet enfant plutôt qu'à l'école. Alors que la chose que l'on cherche à développer chez nos enfants en priorité quand on travaille avec eux, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez eux, c'est l'imitation. Et c'est pour ça qu'ils apprennent beaucoup plus lentement que les autres enfants. C'est qu'ils n'imitent pas les comportements des autres. Et c'est une des premières compétences qu'on essaie de faire émerger chez nos enfants autistes. Une fois qu'on a réussi à développer cette compétence d'imitation, si on met notre enfant en structure avec d'autres enfants handicapés, qu'est-ce qui va se passer? Il va être surhandicapé parce qu'il va imiter de mauvais comportements. C'est pour ça que pour nous, c'est important que l'enfant puisse être scolarisé en milieu ordinaire. Parce qu'à partir du moment où il peut imiter ses pairs, il peut imiter les bons comportements et du coup apprendre comme les autres. Alors, ça c'est le cocktail de l'exclusion. Il faut éviter d'en abuser. C'est complexe, une exclusion. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc d'abord, soit on est catégoriquement refusé à l'école, comme ça c'est fait. Soit on commence un cursus scolaire de petite section, puis une moyenne section. Moyenne, grande section, ça commence à être compliqué. Et puis alors quand il s'agit du passage au CP, là, ça devient extrêmement compliqué. Et puis tous les ans, c'est la même histoire. Tous les ans, on se retrouve avec une équipe de suivi éducative où on se demande à quelle sauce on va être mangé. Et puis, malheureusement, nous sommes face à du personnel qui n'est pas suffisamment formé. Alors, si on a la chance de tomber sur des gens extraordinaires, comme ça a été le cas dans notre parcours, avec des enseignants et des AVS qui nous ont écoutés, et où on a pu leur apporter des solutions aussi, et qu'ils ont pu appliquer à l'école finalement le travail qui était déjà mis en place à la maison, quand c'est pas possible ça devient vraiment très compliqué. Et les progrès ne se font pas ressentir à l'école. Et parfois, c'est ce que je vous disais, quand on ne donne pas la notice, l'exemple du dessin du bonhomme. Parfois, des enfants autistes sont sous-évalués. Parfois, on a des enfants avec un syndrome d'Asperger, donc un autisme assez léger, qui vont être déscolarisés, parce qu'on estimera qu'ils n'ont pas le niveau et que c'est trop compliqué, alors qu'ils sont bien au-dessus en termes de QI. Alors pourquoi inclure? C'est ce que je vous ai déjà un petit peu dit, par rapport à l'imitation, c'est très important pour nos enfants.
Et puis surtout parce que c'est un droit fondamental. Je ne vois pas pourquoi on bafouerait nos droits. On a droit à ce que nos enfants aillent à l'école. Parce que dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est préconisé comme étant quelque chose de bon et de nécessaire pour nos enfants. Et pour une dernière chose aussi, l'expérience que Dorian a faite à l'école, sur ses 3 premières années de maternelle, a été très très émouvante pour moi à la sortie de la grande section de maternelle. Quand il y a eu le dernier jour de grande section, j'étais très très émue parce que je savais que Dorian allait quitter cette école et j'avais surtout très très peur de comment il allait être accueilli à la nouvelle école. Et l'enseignant qui accompagnait Dorian au cours de cette année m'a dit la phrase suivante, il m'a dit « Je n'ai jamais eu une classe aussi mature et bienveillante que cette année ». Et j'ai trouvé ça tellement émouvant de me dire que quelque part, mon fils avait contribué à ce que les autres élèves soient plus bienveillants les uns envers les autres, qu'ils soient plus attentifs, qu'ils soient plus à l'écoute. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur fondamentale qu'il faut véhiculer auprès des enfants. Et si aujourd'hui on exclut du système scolaire des enfants en situation de handicap, et bien plus tard on crée des adultes qui seront complètement intolérants à la différence. Donc comment on inclut ? Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, notre système scolaire est pas très bon. Je crois que c'est pas la peine de faire un débat sur ça, ça nous prendrait encore beaucoup de temps. Mais la seule solution aujourd'hui, c'est d'écouter les parents. Souvent, ils connaissent très bien leur enfant. C'est de se former. Aujourd'hui, il existe de très très bonnes formations qui ne sont pas très loin. En région, on en trouve beaucoup. Et puis en sensibilisant les élèves aussi, parce que c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Certes, au contact des enfants handicapés, les élèves typiques vont développer beaucoup de choses, mais ils vont aussi rejeter s'ils ne connaissent pas. Ils vont aussi être en rejet vis-à-vis de ces enfants qui se comportent différemment. Donc c'est aussi important de sensibiliser les élèves à cette différence, pour que l'inclusion se passe bien. Et puis pour ces professionnels de l'éducation, il existe aujourd'hui toutes sortes d'outils. Aujourd'hui, il y a une chaîne sur Internet qui s'appelle Canal Autisme, qui est juste extraordinaire, où il y a des milliards de supports de formation à destination des enseignants. Et puis sur le site de l'Éducation nationale aussi, ils ont des outils. Et puis, à travers les associations de parents qui proposent aussi des temps d'information et de formation. Tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple de l'Italie par rapport à l'inclusion scolaire. Du fait que l'Italie avait fait le choix de retirer l'argent du secteur médico-social pour le mettre dans l'éducatif. Eh bien aujourd'hui, si j'avais écouté les médecins qui m'ont gentiment conseillé de mettre Dorian à l'hôpital de jour plutôt que de le mettre à l'école, eh bien il serait encore à l'hôpital de jour. Et l'hôpital de jour, à la société, ça coûte très, 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 très cher. Et c'est là où nous, en tant que parents, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on mette des enfants dans des hôpitaux de jour sans même savoir s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir aller en milieu ordinaire. Et puis finalement qu'ils y finissent leur vie. Parce que quand on a mis un pied dans l'hôpital de jour, c'est très rare d'en sortir. Très compliqué. Donc au final, on a des enfants qui sont dépendants de l'État à vie. Tandis que si on passe par un milieu scolaire ordinaire, cet argent-là n'est pas dépensé dans les institutions publiques, et il va pouvoir, s'il développe un niveau d'autonomie suffisant, plus tard, ne pas intégrer un hôpital psychiatrique. Et donc, ne pas coûter cet argent à la société. Donc finalement, on se rend compte que ces 40 ans de retard en matière d'autisme, non seulement c'est une catastrophe sociale pour les familles, pour les parents, pour les enfants, pour les adultes autistes, mais également financière. Parce que là, on se rend bien compte que si on mettait l'argent où il le faut, les choses se passeraient beaucoup mieux. Je reviens plus vite. On a bientôt fini. Oui, je m'en excuse, ça vient du vidéoprojecteur. Et si je manipule quoi que ce soit, je coupe tout. C'est presque fini, de toute façon. Donc, comprendre pour construire
enjeu national, c'est vraiment quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Chaque personne a un rôle à jouer dans notre société. Chaque individu doit avoir le droit d'être acteur de sa propre vie. Et puis la société rejette aujourd'hui par méconnaissance les personnes autistes, parce qu'on n'est pas assez sensibilisé et pas assez formé pour les accueillir et pour les accompagner. Si on rentre dans ce processus de formation et de sensibilisation, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses. On va enfin réussir à changer les choses. On pourra ainsi stopper le placement abusif d'enfants, parce qu'en France, c'est une véritable catastrophe. Aujourd'hui, les enfants autistes, souvent, se retrouvent placés par l'ASE, parce que les professionnels qui travaillent au sein de l'ASE ne sont pas formés à l'autisme. Et parce que les parents n'ont pas eu de diagnostic, souvent aussi, ce sont des enfants qui présentent des troubles du comportement. Ils se mordent, ils peuvent s'automutiler, ils peuvent avoir des comportements qui finalement font penser à des comportements qui sont liés à un désordre éducatif, affectif, social, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve avec des enfants qui sont arrachés à leur famille alors qu'ils sont autistes. Et puis ça permettra aussi de stopper l'exclusion, la pénurie de professionnels compétents. Plus on est formé, plus il y a de professionnels à être formés, et mieux ça se passe pour tout le monde. Et puis voilà, l'isolement des familles. C'est la responsabilité de tous que ces 650 000 personnes autistes en France se sentent bien, se sentent comprises et se sentent inclus dans notre société. Aujourd'hui, il y a 8 000 enfants autistes par an. Quel avenir on leur réserve si on continue comme ça? Donc je vais terminer par une vidéo qui dure elle dure 10 minutes à peu près. Mais c'est important pour moi que vous voyez cette vidéo parce que là on est vraiment sur le témoignage des parents. Vous allez vraiment voir ce que c'est que de recevoir un diagnostic, ce que c'est que d'être confronté au regard des gens. Alors excusez-les, ils sont canadiens pour l'accent. Et puis juste une dernière précision, l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Tout était compliqué. Il n'y avait pas de procédé facile. Il dormait mal, il était toujours très agité, impatient, en tout cas d'une impatience incroyable sur tout. Déjà, on voyait qu'il y avait des difficultés à entendre parler, qu'il y avait certaines choses qui étaient plus lentes. Il faisait des petits gestes un peu comme ça, il tournait sur lui-même. Il y avait de l'énergie, c'était une boule d'énergie. Difficulté de rester en place, difficulté d'écouter une histoire, frappe les autres, pousse les autres. Il faisait tout plus vite que les autres, il dérangeait tout le monde tout le temps. C'est comme s'il était toujours dans son monde. Il était plus relax, faisait pas trop de demandes, répétait pas les petites chansons que ses neveux et nièces faisaient, jouait différemment avec ses voitures, était captivé peut-être par quelque chose au plafond, puis tournait. Tu sais, des fois, il y a quand même un équilibre avec un enfant. Là, il n'y en avait pas nulle part. C'est comme si j'avais aucun contrôle sur rien. Il y a des fois où j'ai senti que j'avais comme un sabot mouillé entre les mains. Alors, ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété. J'avais l'impression, en fait, que c'était moi qui avait quelque chose de... C'était moi qui n'avais pas de moyen. Une vraie mère. C'était pas lui qui avait quelque chose, c'était moi qui manquais de moyens, parce que c'était mon premier enfant. Puis à un moment donné, plus il avance, il parle pas, il y a des symptômes relativement bizarres, tu le nommes, il se retourne pas, puis tout ça. Là, veux pas, à un moment donné, tu commences à te poser des questions, puis moi, j'ai un conjoint qui faisait de Bergame. Fait que je me dis, mais non, rien, donc. C'est impossible, là, je sais pas ce que t'es, là. Puis là, si c'est là, tu délires. Là, t'es pris entre tes idées, tes propres idées qui parlent de ton bagage à toi, qui disent, c'est l'enfance, ça fait partie de l'enfance, merci, elle est normale. Ça veut dire que si elle fait ça, c'est parce qu'elle est enjouée. Elle a juste un caractère comme ça, les pommes